Salut à tous, bienvenue dans le Rage Ciné Club de décembre. J'espère que vous allez découvrir plein de films aujourd'hui. On va en parler. L'objectif est de regarder au moins 4 de ces films ce mois-ci et si possible, essayer d'en parler. Que ce soit via une critique Letterboxd, un commentaire sur cette vidéo, des TikTok, des Reels que vous faites. J'ai mis un hashtag Rage Ciné Club pour ceux qui sont intéressés parce que je vais voir vos réactions et je republie quand je les vois. J'ai envie que vous réfléchissiez au film. Pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous l'avez détesté, pourquoi est-ce que c'était pas pour vous, pourquoi est-ce que justement c'était pour vous. Que ce soit en public ou en privé d'ailleurs. Comme d'habitude, j'ai mis à jour la liste Letterboxd des films, j'ai mis à jour mon top 4, j'ai mis à jour le canal Instagram. Regardez en VOSTFR, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses, sauf si vous pouvez pas évidemment, mais essayez. C'est ok de ne pas aimer tous les films de la liste, l'objectif est vraiment d'agrandir votre curiosité et votre cinéphilie. Certains films sont disponibles en Blu-ray, certains sur la plateforme et d'autres se trouvent de manière... Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe comment vous regardez les films, l'objectif est de les regarder. 4 films en novembre, un bonus comme d'habitude et une série encore une fois. Pas de spoiler évidemment et je compte sur vous pour me donner votre avis sur les films dans les commentaires et je vais aussi donc donner mon avis sur les films du mois précédent. J'ai envie de commencer par Do the Right Thing de Spike Lee, c'est son film le plus culte au réalisateur et c'est un film que vous devez regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est l'histoire de plusieurs personnes noires en plein milieu de Brooklyn qui vont faire leur vie. Ce sera vraiment le portrait de ces personnes, qui ils sont, leurs problèmes, leurs envies, leurs motivations. Mais il y a une vraie tension raciale qui transpire littéralement dans le film. Et il y a aussi un truc par rapport, sans trop spoiler, à la police. Donc franchement, regardez ce film, c'est le portrait d'habitants et en même temps une ville et un quartier en pleine ébullition. Ça vaut le détour, on en parlera en détail la semaine prochaine. J'ai envie de vous conseiller un film complètement différent. Cette fois-ci, on retourne vers le froid avec Ida. Ida, c'est un film de Pavel Pawlikowski, l'un de mes réalisateurs préférés, parce que mon film préféré de tous les temps, c'est Cold War, et c'est lui qui l'a réalisé. Et j'ai revu Ida, qui raconte l'histoire d'une sœur dans un couvent en Pologne, qui va devoir se réunir avec sa tante, et sa tante va lui révéler la vérité sur son héritage familial. Elle est même pas sœur catholique, normalement, elle est juive, et elles vont aller en plein road trip à travers la Pologne afin de trouver la véritable identité de cette famille. Je vais pas trop en révéler non plus, c'est un très beau film, ça dure qu'1h20, c'est d'après moi aussi un chef-d'œuvre. Ensuite, il faut parler de Beau Travail de Claire Denis, un film culte français évidemment, le film le plus connu de la réalisatrice. C'est l'histoire de militaires qui sont en pleine mission à Djibouti et ils sont en train de faire leur vie. Sauf qu'il y a un truc qui se passe, évidemment il faudra voir le film pour comprendre ce qui se passe réellement, mais croyez-moi, encore une fois, la chaleur de l'été qui va vraiment frapper ces militaires, mais la fratrie qui va se former va à la fois créer beaucoup de problèmes et en même temps créer un attachement assez intéressant par rapport à ce qui se passe. Donc si vous n'avez pas vu Beau Travail, foncez, on en parlera en détail. Et le 4e film que j'ai envie de mettre en avant pour ce mois-ci, sans compter le film bonus, c'est Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il faut choisir un film de Noël, et je considère ce film comme un film de Noël, même s'il est sorti en juillet à l'époque aux States. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. C'est un film qui respire ce qu'il y a de pire à Noël, entre guillemets. C'est l'histoire d'un couple très aisé qui va à un moment aller à une sorte de soirée et va commencer à avoir des propositions très étranges de plusieurs personnes. Bon, j'ai un peu caricaturé avec ce synopsis, mais j'ai pas envie de trop en révéler. C'est l'un des films les plus connus du réalisateur. C'est un peu son film entre guillemets maudit parce que il est mort avant littéralement de le finir et tout, mais c'est hyper bien fait. C'est peut-être imparfait, mais c'est un chef-d'œuvre. Si vous l'avez pas vu, vous devez impérativement le regarder. C'est un classique. Donc ça, c'était les 4 films que je vous conseille à regarder ce mois-ci. Ils sont tous un petit peu différents. J'espère que vous allez vraiment vous y retrouver. Il y en a 2 à New York, donc c'est assez intéressant mine de rien. Mais il y en a un bonus, encore un film de Noël. Le plus connu peut-être, hein. Je crois qu'en français c'est La vie est belle, mais c'est It's a Wonderful Life de Frank Capra. Évidemment, c'est l'histoire d'un homme qui veut se suicider après plein de problèmes économiques suite à un héritage qui s'est mal passé. Bref, c'est hyper intéressant parce que avant son suicide, il va se passer un truc qui va faire qu'il va complètement changer sa vie. C'est un classique de Noël, vous l'avez sûrement vu à la télé, mais revoyez-le, c'est exceptionnel. Et ensuite, en termes de série télé, j'ai envie de vous conseiller une série télé culte, l'une de mes séries préférées de tous les temps aussi, c'est Dark, évidemment sur Netflix, il y a 3 saisons cette fois-ci. C'est l'histoire d'un enfant qui va disparaître en Allemagne, dans une ville/village où il y a une sorte d'usine nucléaire, et la manière dont ils vont essayer de retrouver cet enfant va être hyper intéressante. C'est l'une des meilleures séries de tous les temps d'après moi. Si vous n'avez pas vu Dark, foncez. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur les films que j'ai conseillés le mois précédent, en commençant par First Reformed, qui est d'après moi l'un des films les plus intéressants du 21e siècle. En gros, c'est l'histoire d'un prêtre qui souffre de traumatisme lié à son ancien travail et sa famille, et là, il souhaite vraiment aider sa communauté.
Celle-ci va commencer à s'opposer aux croyances de l'Église et le réalisateur, hein, Paul Schrader, que vous connaissez, c'est le scénariste de Taxi Driver entre autres, va nous mettre en scène le personnage d'Ethan Hawke en pleine crise identitaire. Le film va s'intéresser à la perte de la foi et du sacré sur une planète qui meurt. Il y a un truc vraiment écologique par rapport à ça parce que ça va s'opposer aux intérêts capitalistes des grandes entreprises qui affectent aussi le christianisme, et le prêtre sera montré comme seul, désespéré et sans sa spiritualité, ce qui le motivait à l'époque. Mais là, Schrader, il prend quelque chose de complètement différent avec cette histoire, il fait pas mal de surréalisme et il va imaginer le conflit interne du personnage et de ses désirs qui semblent clairement inatteignables. Pour moi, la religion a vraiment aidé aujourd'hui dans l'histoire de cet homme, mais il est en même temps impuissant. C'est ça qui est intéressant. Il est impuissant face au monde et Dieu ne l'aide pas. La religion, sa spiritualité ne l'aide pas. L'écologie devient pour lui sa nouvelle croyance afin, d'après lui, d'apaiser Dieu devant les échecs de l'homme par rapport à la planète, la nature, mais à quel prix? C'est une œuvre que je trouve fatalement assez nihiliste et misanthrope au premier abord, mais qui devient rapidement une sorte d'ode à l'espoir et transcende d'après moi autant le spectateur que les personnages. Chaque nouvelle action du prêtre est surprenante et la fin nous plonge vraiment dans une sorte de radicalisation ultime qui se concentre sur la rédemption d'un homme. En plus de ça, il y a un ratio qui est intéressant par rapport au film, la manière dont c'est cadré, hein, c'est très resserré, très claustrophobique. Il n'y a pas du tout de musique pour le coup, ou quasiment pas. Il y a beaucoup de plans statiques, désaturés, qui mettent en avant le talent des acteurs qui portent évidemment chaque scène. Il y en a beaucoup qui sont détestables, mais on a aussi du mal à ne pas ressentir de la compassion pour eux, et on se retrouve à chaque fois dans des environnements vides, industriel, comme si l'homme a puisé toute la nature et Dieu a abandonné ces lieux, à quelques exceptions près d'ailleurs. Pour moi, c'est le meilleur rôle de la carrière d'Ethan Hawke qui s'initie une performance à la fois sincère, glaciale, mais aussi déroutante et chaleureuse. Donc pour moi, c'est du grand Paul Schrader et c'est un film extrêmement important. Donc si vous n'avez pas vu First Reformed, regardez First Reformed, c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, je dois vous parler de La soif du mal d'Orson Welles, un classique encore une fois. C'était glorieux de le revoir en salle. En gros, il y a une bombe qui explose dans une voiture située à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et il y a un avocat mexicain et un détective américain qui vont enquêter sur le crime. Donc d'un côté Charlton Heston et de l'autre côté évidemment Orson Welles. Grand film sur l'Amérique qui arrive à capter l'attention dès sa première scène qui est grandiose avec ce plan séquence titanesque qui étonne encore aujourd'hui. Vous le voyez en salle, vous prenez vraiment une claque. Welles, il va proposer une œuvre à la fois, je trouve, magnifique, dans des contrastes qui en disent beaucoup sur la morale des personnages, mais aussi dans ces grands décors dans lesquels les abus de pouvoir les plus infâmes auront lieu. C'est un film sur un pays qui est à la fois corrompu, dans lequel la justice sera clairement bafouée à travers le drame d'un couple qui essaie juste de rétablir un peu d'héroïsme et de loyauté face au racisme et à la trahison. Et le duo Charlton Heston-Orson Welles, pour moi, il est unique, il est parfait entre vengeance, frustration et représentation d'un système impossible à abattre. Le film, il arrive à surprendre et créer une vraie poésie dans ses duels, surtout en critiquant évidemment ses allures nationalistes et sexistes. Donc j'ai beaucoup aimé le film, j'avais beaucoup aimé la première fois, mais là en le revoyant, j'ai repris une claque parce que pour le coup, il n'a pas du tout vieilli. C'est un film qui a une intelligence rare, qui a une technique incroyable. Dans chaque situation, vous allez être surpris. Vous allez être embarqué dans un conte qui est à la fois tragique mais mémorable. Franchement, c'est une pépite. La soif du mal, c'est un chef-d'œuvre que vous devez regarder aussi. Ensuite, pour retourner un peu en France, il faut parler de Cléo de 5 à 7 qui raconte l'histoire de cette chanteuse célèbre, superstitieuse, qui attend le résultat d'un examen médical. Elle se considère déjà comme condamnée, donc elle décide de changer un peu sa routine, et c'est là qu'on va la suivre en temps réel durant 1h30. Elle va revoir ses collègues, ses amis, ses amants, de tout un autre regard, parce qu'elle pense vraiment qu'elle va mourir. Elle vit ses derniers instants. D'après elle, donc les interactions sont à la fois nouvelles, solennelles, mélancoliques. Elle redécouvre via ces petits moments les tendresses et les joies de la vie qu'elle rêve de ne pas quitter. Chaque retrouvaille est un chapitre dans sa recherche de soi. Elle flâne dans un Paris qui devient un personnage à part entière. Chaque mouvement semble chronométré, et cela de plus en plus dans un contexte de guerre d'Algérie, ce qui est vraiment intéressant. Elle ne dit quasiment à personne qu'elle est potentiellement malade, qu'elle a un diagnostic qu'elle attend, donc elle se sent à la fois très seule, tout en étant constamment accompagnée, c'est ça qui est fort, mais en même temps elle est observée parce que forcément elle est connue et du coup les passants l'examinent, mais elle les examine en retour, entre paranoïa, rêve et fragments de vie un petit peu. Elle vit chaque instant de sa routine et chaque lien qu'elle a formé précédemment de manière assez brutale. Elle porte son œil féminin sur les autres, mais surtout sur elle-même, dans les différents reflets, qu'ils soient symboliques ou pas.
D'ailleurs, par rapport au cinéma, par rapport au miroir qu'on voit régulièrement, elle passe de la pureté du blanc à la tristesse du noir en assumant sa féminité, mais en même temps son talent et sa délicatesse pendant que le patriarcat l'exploite. Hein, c'est ça aussi forcément. Elle est face à sa propre mortalité. Elle se réinvente et le spectateur, en fait, il est confronté à deux mondes. D'un côté, sa réalité et celle de ceux qui la voient. Nous devenons un petit peu les voyeurs, on va dire, qu'elle n'apprécie pas et desquels elle veut clairement s'émanciper. Comme son personnage, le film, en fait, il se réinvente aussi en termes de mise en scène. Chaque chapitre a une approche différente au placement des personnages et aux mouvements qu'ils doivent exécuter ou qu'ils ont le droit d'exécuter parce que c'est assez particulier quand même à certains moments. Elle est à la fois prisonnière, mais la caméra va la suivre constamment, rapidement, alors qu'elle souhaite prendre de la distance, s'en aller. On est là derrière elle en train de la rattraper. On a l'impression que c'est vraiment pas mal, surtout qu'elle veut respirer, réfléchir à la vie qui lui reste. Donc franchement, c'est vachement bien. C'est un chef-d'œuvre aussi. Corinne Marchand, elle crève l'écran, elle dégage une énergie douce, amère, mais aussi d'acceptation que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, vous devez parce que c'est formidable. Maintenant, il faut parler évidemment de Children of Men, les fils de l'homme, le chef-d'œuvre intemporel d'Alfonso Cuarón que j'ai revu en salle et qui est malheureusement un peu trop d'actualité. En fait, c'est un monde sans aucune nouvelle naissance. Le Royaume-Uni semble être le seul pays dans lequel l'ordre réside encore un petit peu, même si les citoyens ont perdu toute leur liberté individuelle et vivent presque tous dans des quartiers contrôlés par une sorte de police d'État. La situation est bien pire pour les immigrés qui sont mis dans des camps où règne la terreur et l'injustice. Des terroristes essaient de faire tomber le gouvernement et c'est là que va intervenir le personnage principal de Clive Owen, citoyen lambda au passé rebelle qui se voit confier la lourde tâche de retrouver un refuge à une femme étonnamment enceinte. Cuarón, il a réussi à bâtir un univers qui est à la fois crédible, passionnant mais aussi évidemment déprimant. En suivant le protagoniste, on passe de la ville surchargée et contrôlée à la richesse froide, la ruralité chaotique et au camp d'extermination. Tout le monde se rappelle des plans séquences évidemment du film. Ils sont iconiques, ils sont vraiment marquants et ils débordent d'une vraie tension, mais qui participent aussi à rendre ce monde vivant. C'est pas des plans séquences pour avoir des plans séquences. Il arrive à mélanger à la fois émotion, humanité de ses personnages, imprévisibles et dangereux dans une œuvre qui critique notre civilisation actuelle, disons les choses, la xénophobie ambiante, l'autoritarisme évidemment, et la mort potentielle de l'espoir. C'est un récit à la fois sur la rédemption, sur la foi, et un film rebelle, coup de poing et protestataire. Donc si vous l'avez pas vu, c'est inoubliable, regardez Children of Men. Le film bonus du mois précédent, c'était Crouching Tiger, Hidden Dragon, le film d'arts martiaux de Ang Lee que j'ai revu. La force de l'œuvre est qu'elle arrive à avoir des enjeux grandioses, mais aussi intimes. Elle se concentre tout autant sur des scènes d'action démesuré qui mélange voltige, à me rapprocher, à distance, escalade, course-poursuite et des moments de douceur, politique et de romance. C'est un film sans temps mort qui arrive à créer un attachement automatique aux personnages par leur spiritualité mais surtout leur honneur et désir. Patriarcat, amour et tragédie s'ajoutent à des moments surréalistes, ambigus et émouvants. On a envie de voir ces amitiés, ces rivalités et ces amours se créer à travers les lieux mythiques de la Chine évidemment, auxquels le film donne vraiment vie, comme si c'était un personnage à part entière. Le duo Chow Yun-fat, Michelle Yeoh est super divertissant, mais c'est aussi Zhang Ziyi qui vole le show. Une vraie poésie se dégage de la part de Ang Lee qui utilise beaucoup de narration visuelle pour développer les relations entre les personnages et instaurer une anticipation forte dans les scènes d'action. À chaque fois qu'ils arrivent, t'as hâte. Chaque chorégraphie est à la fois douce et brutale. Il n'en fait pas des caisses, c'est ça qui est vraiment bien, niveau musique, son, et il mélange parfaitement le côté blockbuster américain et chinois. C'était un plaisir de voir ce film après 10 ans, honnêtement, je vous le conseille. Et j'avais donc conseillé une série aussi, c'est Succession. Je vais pas vous refaire le topo de 4 saisons de Succession. J'ai une vidéo qui s'appelle la meilleure série de l'année 2023. J'ai parlé de Succession sans spoiler dedans pour expliquer pourquoi c'est une grande série. Donc allez plutôt voir cette vidéo avant tout. Et voilà, c'était donc les films du Rage Ciné Club et la critique, plus ou moins, des films du mois précédent. Pour les curieux, vous étiez 9% à avoir vu le Paul Schrader, donc First Reformed. Vous étiez 11% à avoir vu La Soif du Mal d'Orson Welles. Vous étiez 42% à avoir vu Children of Men de Cuarón. Vous êtes 20% à avoir vu Cléo de 5 à 7. Et vous êtes 22% à avoir vu Crouching Tiger, Hidden Dragon. Et 31% pour Succession. Voilà, on se voit le mois prochain pour parler encore de films et de séries. Pensez à mettre votre avis sur les films en question dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Twitch, Instagram, TikTok et Spotify. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.